Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et donc aujourd'hui vous nous présentez donc 2 BD aux éditions Rue de Sèvres, Les Pionniers, La Machine du Diable, tome 1 et Nettoyage à sec. Ce sont 2 très beaux albums. D'ailleurs, ils coûtent 25 € chacun, donc ils sont forcément très beaux. Non, indépendamment de ça, il y a chez Rue de Sèvres une volonté, comme chez beaucoup d'autres éditeurs, mais chez eux c'est vraiment manifeste, de construire un catalogue de bandes dessinées avec des projets tout à fait grand public et aussi des projets audacieux et qui sont vraiment méritoires parce que c'est un investissement incroyable de la part de l'éditeur. Les Pionniers, premier tome, La Machine du Diable, en fait c'est une série qui va nous raconter en 2, 3, je ne sais pas combien d'albums, mais autant que faire se peut, tellement c'est bon et bien fait et bien pensé et bien dessiné. C'est l'histoire du cinéma. Et La Machine du Diable, c'est vraiment le tout début du cinéma, avec en France la manière dont Pathé et Gaumont, des industriels qui viennent au cinéma complètement par hasard, et d'ailleurs qui viennent à l'industrie totalement par hasard, vont peu à peu réussir à créer ce qui va devenir le divertissement phare du XXe siècle, le cinéma, avec une histoire qui est vraiment remarquablement menée parce que le scénariste, donc Guillaume d'Horizon, mélange les affaires personnelles, les rivalités, les affaires familiales des 2 industriels, des gens qu'il croise comme Méliès, Alice Guy, dont nous parlions il y a quelques semaines lors de la toute première matinale culturelle. Et on se retrouve plongé dans ce côté un peu bricolage du début du cinéma où il y a un brevet qui sort toutes les 4 semaines, il y a une nouvelle machine tous les 3 mois, et où surtout les salles de cinéma n'existent pas, on projette les films dans les foires, et d'ailleurs c'est l'un des ressorts scénaristiques de cette histoire des pionniers. Comment est-ce que Pathé et Gaumont nouent des relations avec les forains ou pas? Comment est-ce que les forains voient avec déplaisir apparaître le concept de salle de cinéma qui nous paraît aujourd'hui évident? D'ailleurs il nous paraît aujourd'hui évident, mais il est en train de disparaître. C'est absolument fascinant. On assiste comme ça vraiment à une histoire pas du tout du côté du scénario, mais vraiment uniquement du côté de la machine, la technique, les hommes capables de s'emparer d'une nouvelle technique, de l'inventer, puisque au fur et à mesure que l'histoire se dessine, c'est à la fois une guerre industrielle entre deux personnes et quelques autres, puisque évidemment Pathé et Gaumont, on les connaît, d'ailleurs maintenant ils sont alliés, en tout cas les marques sont alliées. Ils ne font plus qu'une, mais c'est aussi Méliès qui est indépendant. Et à chaque fois, il y a l'idée de comment est-ce qu'on va faire pour séduire le public. Est-ce que je vais commencer par vendre des appareils de radio dans tous les foyers? Et c'est comme ça que Pathé commence. Est-ce que je vais je vais distribuer mes machines aux forains? Et peu à peu apparaît l'idée, mais en fait, ce qui est important, c'est pas tellement la machine, c'est le contenu. Donc du coup, je vais produire des films. Et alors, si je produis des films, eh bien, je vais chercher Méliès et je vais copier Méliès. Méliès, lui, qui de son côté a fait alliance avec Edison. Et donc, on va, de même qu'on a copié Méliès, on va piller Edison. Edison qui ne se laisse pas faire. Edison qui est une espèce d'icône de la modernité, qui était aussi et surtout un excellent homme d'affaires et un chicaneur de premier ordre qui passait son temps à coller des procès à tous les concurrents et à imaginer des guildes pour faire en sorte que les concurrents ne puissent pas s'organiser et surtout la concurrence étrangère. Donc là, et tout ça est fondu dans une histoire qui va relativement vite, qui est touffue. C'est un album assez épais, qui a presque 150 pages, donc on peut pas, c'est pas un 48 pages, c'est en fait c'est 3 fois le volume d'une bande dessinée normale, donc là c'est un vrai roman graphique. Et d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est on voit pour le coup, quand on parle de roman graphique et de bande dessinée, on voit pas bien la différence de temps en temps. Ici, voilà, le fait de s'installer sur 150 pages pour raconter juste les 10 premières années du cinéma en expliquant que c'est le tome 1, bon là on comprend effectivement qu'on est parti sur un fleuve au long cours. J'ai beaucoup parlé du scénario, de l'intérêt du sujet. Il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est le travail absolument remarquable de Eustache, Jean-Baptiste Eustache, qui est à la fois le dessinateur et le coloriste. Et c'est un émule de Mathieu Bonhomme, c'est très clair. Bon, en tout cas, si jamais il le reniait, il faudrait me montrer les pages côte à côte. Il a tout compris de Mathieu Bonhomme et il y ajoute une espèce de vivacité du trait. C'est-à-dire, on a bien le côté schématique, construit, en même temps un peu rond, précis dans les visages,
de Mathieu Bonhomme et une certaine vivacité où parfois on tend vers le schématique parce que la scène ne nécessite pas qu'on s'attarde. Il est parfaitement capable de réussir d'excellents gros plans et il y a de temps en temps presque des irruptions caricaturales comme un personnage qui n'a plus que deux petits yeux qui sont deux ronds parfaitement blancs pour marquer son déplaisir ou sa surprise. Il y a le personnage d'Alice Guy qui apparaît, qui est une femme magnifique. Je ne parle pas de sa plastique, mais je parle de son trajet au sein de cet univers et où peu à peu, donc elle va gagner ses lettres de noblesse et surtout ses galons de réalisatrice. D'ailleurs, le premier album se termine sur un long métrage absolument incroyable qui dure 30 minutes, imaginez-vous, alors qu'à l'époque, tout le monde se fondait sur des bobines très courtes où l'arroseur arrosé, ça dure à peine le temps de lancer le film. On était parti sur une idée de divertissement très bref, de capsule, dirions-nous aujourd'hui. Là, La Passion du Christ en 30 minutes, c'était une espèce de péplum pharaonique, non seulement par l'ambition, mais même par l'idée qu'on allait réussir à captiver les gens pendant une demi-heure assis pour regarder un film, ce qui à l'époque paraissait être absolument incroyable. Donc là, c'est pas que du divertissement, alors donc c'est La Passion du Christ en film de 30 minutes. Et c'est la manière dont Alice Guy va peu à peu réussir à installer l'idée que pas du tout le cinéma, ça peut être quelque chose de très sérieux, ça peut être quelque chose de très beau. Alors évidemment, si on regarde aujourd'hui La Passion du Christ d'Alice Guy, il y a toutes les chances qu'on trouve que la chose sente abominablement le studio. Ça a été tourné dans la forêt de Fontainebleau, donc on est un peu loin de Cécile B2000. Historique, un peu flou. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous les enjeux du cinéma sont présents dès l'apparition, avec cette tension permanente entre ce que la technique permet, ce que le public peut accepter, ce que les industriels sont prêts à investir. C'est vraiment remarquable. Et là aussi, donc, magnifique galerie de portraits, magnifique récit, avec au milieu l'incendie du bazar de la Charité et la manière dont justement Pathé, Gaumont et les autres industriels risquent de voir le cinéma sombrer au nom de l'incendie. On est prêt à accuser en fait l'appareil cinématographique lui-même d'être responsable non seulement de la dégénérescence des mœurs, mais en plus de la mort de tout le monde. Et on est en quelle année Alors c'est une excellente question. Enfin, c'est typiquement le genre de choses que j'aurais dit. On va dire qu'on est aux alentours de 1880, 1896. Je m'apprête à dire 1890. Voilà, on est en 1896. D'accord. Voilà. Et vraiment, c'est quelque chose que les amoureux du cinéma doivent lire, parce que c'est remarquable, et Pascal Manuel, devrait en parler dans son émission. C'est quelque chose que les amoureux de la bande dessinée doivent parcourir et même posséder, parce que c'est un très très joli travail. C'est un ouvrage que tous les curieux en fait pourraient se permettre de découvrir avec bonheur, et on espère que d'Horizon et Eustache vont rapidement produire le deuxième tome. La bande dessinée a une caractéristique, c'est que elle est cornaqué par Damien Maric, donc qui est crédité au générique, puisque maintenant il y a des génériques dans les bandes dessinées. Idée originale, documentation et conseils historiques, Damien Maric. Et il est vrai que on sent que c'est quelqu'un qui possède admirablement cette histoire du début du cinéma, en tout cas du début du cinéma français. Il est plongé dans et le lecteur avec lui, dans une documentation surabondante. Et là, en revanche, bravo à Guillaume d'Horizon d'avoir réussi à trier, à extraire, à simplifier, et parfois à inventer sans doute. Voilà, donc je suppose que 2 ou 3 personnages sont un peu poussés, qu'il y a des sous-intrigues, et même on nous dit cette histoire s'inspire de faits réels, des personnages, décors, objets ou situations on peut être changés à des fins dramatiques. Donc là on est vraiment dans les règles de la biographie romancée telle que Hollywood nous a habitués à en produire. Donc voilà, si aujourd'hui on a droit à la naissance de Facebook et de Mark Zuckerberg au cinéma, avec les pionniers on a droit à la vie palpitante de Alice Guy, Pathé et Gaumont, et c'est vraiment formidable. Et c'est intéressant, d'autant plus que oui, les gens vont de moins en moins au cinéma avec le confinement, avec la VOD, et donc pour retrouver cette convivialité du cinéma. Voilà, qui est donc le côté foire du cinéma initial. Et donc la deuxième BD que vous nous présentez, c'est Nettoyage à sec, c'est toujours aux éditions Rue de Sèvres. Voilà, et alors rien à voir. Mais là aussi, remarquable roman graphique, avec une autre caractéristique du roman graphique qui est moins la surabondance de pages, parce que si jamais on le résumait à ça, ce serait dommage, que le pur plaisir d'avoir des cases
qui ne narre rien, mais qui installe parfaitement l'ambiance. C'est la deuxième bande dessinée, si je ne m'abuse, de Joris Mertens, Nettoyage à sec, et ça raconte une histoire absolument sans intérêt, mais fascinante par le manque d'intérêt qu'elle procure. D'accord. C'est un monsieur qui s'appelle François, il est livreur pour une blanchisserie, donc ça se passe en France dans les années 80. On est dans un Paris systématiquement pluvieux du début jusqu'à la fin, avec donc ce personnage qui a comme seul loisir, il est célibataire, donc de jouer au loto en jouant systématiquement les mêmes numéros, dont celui de la mort du voisin du dessus qui lui cassait les pieds, donc dont on considère que c'est l'un de ses jours de chance, donc ça pose un peu le personnage. Et il a comme ça une vie petite où il passe sa vie à oublier son parapluie et à fumer des gauloises tout en traçant à l'intérieur de sa camionnette de maison en maison, d'hôtel en hôtel, de restaurant en restaurant pour livrer ce que la blanchisserie Bianca a bien pu blanchir et nettoyer auparavant. Et, alors, on ne peut pas raconter l'histoire parce que tout tourne autour de ce fameux jeu de loto. Va-t-il gagner, ne va-t-il pas gagner? Réussira-t-il à emporter l'une des de la marchande de journaux et sa petite fille vers un avenir ensoleillé? Ou au contraire, restera-t-il englué dans un Paris pluvieux? On ne sait pas. C'est presque sans intérêt. Toutes ces images en double page, en pleine double page, d'un Paris pluvieux, éclairé au néon, avec la boisson Glouglou et les assurances Brolex et les télévisions Xenix, qui sont des marques qui est inventées, détournées, sont absolument remarquables. Il y a un côté Houellebecquien du personnage. Bravo, c'est exactement ça. On est plongé, on a l'impression d'être dans Extension du domaine de la lutte. C'est le même type de personnage, avec une certaine humanité, comme chez Houellebecq, une capacité à montrer les choses. Il y a beaucoup de planches qui sont entièrement muettes, mais on n'a pas besoin en fait de dialogue, puisque à un moment donné, donc rebondissement majeur du scénario, François se retrouve flanqué d'un autre conducteur à qui il est censé apprendre le métier, et le type se gare systématiquement très mal, et donc on a droit à une demi-douzaine de cases. Là, on est vraiment chez Pierre Etex, on est chez Jacques Tati, c'est-à-dire c'est des gags purement visuels où on a la case qui montre que en fait il est mal garé et que la personne n'arrive pas à sortir. Et on est vraiment dans Yo-Yo de Pierre Etex, on est dans ces films quasiment muets ou muets, où ce qui projette le spectateur dans l'histoire, ce qui projette le lecteur en empathie avec le personnage, c'est la manière dont on décrypte très vite la situation et dont malgré tout on s'attarde avec bonheur sur tout ce que le dessinateur a réussi à suggérer comme minuscules détails ou comme ambiance. Évidemment, donc les vieilles voitures, les vieilles enseignes, la couleur grisâtre des blanchisseries, l'ambiance. Vraiment, c'est une bande dessinée qui m'a horriblement plu. On pense à Houellebecq, on pense aussi à Jean-Patrick Manchette, on pense à ADG, mais parce qu'il y a un petit rebondissement avec des gangsters et des pistolets. C'est un destin un peu misérable. On y croit jusqu'au bout. On est surpris en permanence, parce que je vous raconte quelque chose, on a l'impression d'assister en permanence à des tournées de blanchisseurs, que ce n'est pas absolument passionnant. Une fois de plus, le décor de la ville magnifiquement représenté, ce Paris un peu rêvé et néanmoins réel qui nous apparaît, c'est remarquable. Et les minuscules variations sont extrêmement efficaces. Quand je cite Tati, c'est pas simplement la capacité à nous montrer en très peu de choses et sans le souligner ce qui est drôle ou ce qui est intéressant, c'est aussi cette capacité à nous montrer le quotidien, à nous expliquer qu'il faut mieux le regarder, soit pour être pétri de nostalgie en regardant ce vieux Paris, enfin ce Paris d'il y a 50 ans, 40-50 ans et qui malgré tout est déjà en train de disparaître, ou un peu de cette campagne tristoune autour de Paris. On est, une fois de plus, emporté par une histoire qui est très drôle, un peu tragique, émouvante, et qui ménage une juste distance avec le lecteur. On n'est pas obligé d'être ému, mais on est obligé d'être emporté, pourvu qu'on soit sensible à ce charme des petits destins dans les grandes villes. Eh ben, merci beaucoup Richard Dessès. Donc on rappelle les deux BD, Les Pionniers, La Machine du Diable et Nettoyage à sec aux éditions Rue de Sèvres. Et on rappelle aussi que vous êtes l'auteur de ce livre, Le Rond de Serviette est-il de droite? Est-ce que Houellebecq est de droite?
Je pense que Houellebecq est de plus en plus à droite, malgré. Je ne sais pas jusqu'où il va aller pour le prouver. Et peut-être jusqu'à Richard de Sèze. Merci beaucoup, Richard de Sèze. Vous êtes notre partenaire Valeurs Actuelles. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.